Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Academic Chat, votre émission dédiée à l'exploration des concepts académiques et des thématiques liées aux disciplines enseignées à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. Le droit international public désigne l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les États et les organisations internationales. Son rôle est fondamental pour maintenir un ordre international basé sur la coopération, la paix et la sécurité. Cependant, il suscite de nombreuses questions quant à son efficacité, ses sources et la légitimité des sanctions qu'il permet d'imposer. Quelles sont les principales sources du droit international public ? Quelle est son importance dans la gestion des relations internationales contemporaines? Les sanctions sont-elles véritablement efficaces pour la régulation des comportements des États? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec notre invité d'aujourd'hui, M. Sa Benjamin Traoré, professeur de droit à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique. Mais avant ceci, faisons un petit tour du campus de l'UM6 Rabat pour voir ce que pensent nos étudiants de la thématique d'aujourd'hui. Le droit international public entre théorie et application. On se retrouve juste après. We live in a world that's very conflict-prone, and international law, with the help of organizations such as the United Nations, help nations to cooperate and help them to result to dialogue instead of destruction. International law is also very useful in commerce. For example, the clothes I'm wearing right now or my phone is all thanks to the way that the international law is handling global trade. It's also very, very useful, and the most important thing in human rights, it makes sure that in any crisis or in any situation where there's a threat against humanity, human rights are still relevant and are still protected by international law. International sanctions can sometimes be effective in influencing states' behavior, but sometimes their success largely depends on many factors, such as the country's economic resilience, the international support for the sanctions, as well as their ability to enforce them. While sanctions pressure governments by putting them under economic hardships, as well as limiting their access to resources, they might also have some mixed results, considering the fact that some regimes are capable of bypassing this, as well as the fact that they can also harm ordinary citizens instead of political elites. Public international law, also referred to as the law of nations, represents a set of norms that are designed to govern interactions between international relations subjects. As such, it establishes a common framework that facilitates coordination and cooperation alongside understanding between states and international organizations, ultimately leading to a more predictable and orderly international system. Un grand merci à nos étudiants pour ces contributions qui vont nous permettre d'ouvrir la discussion avec notre invité d'aujourd'hui, professeur Sa Benjamin Traoré. Professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Noaman, c'est un plaisir d'être avec vous. Tout le plaisir est pour moi, professeur Traoré. Alors, pour commencer, le droit international public a connu une évolution remarquable au cours des années, façonné par des événements historiques, par des changements dans les relations entre les États. Pourriez-vous nous donner un aperçu historique des moments clés qui ont marqué cette évolution ? Alors, merci. Ça nous prendrait, pour être franc, toute l'émission et peut-être des jours pour retracer l'évolution historique de ce qu'on appelle le droit international, ce phénomène, je dirais, de régulation sociale que les États, à un moment donné de l'histoire, ont inventé et se sont attribués. Je dois dire, pour être bref, que on peut distinguer entre ce qui peut être considéré comme le droit international classique, ancien, et ce qui relève du droit international contemporain, ce qui est plus proche de ce qu'on sait aujourd'hui comme étant le droit international. Donc, justement, il y a toujours un débat entre les juristes internationalistes sur l'origine du droit international, le débat sur les origines
où est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a commencé, est très présent en droit international, comme ça l'est d'ailleurs pour d'autres disciplines et d'autres réalités dans ce monde. Mais il y a ce débat, il faut juste retenir que tel qu'il apparaît aujourd'hui, le droit international est né dans un contexte particulier, c'est celui de l'émergence des États européens, après les traités de Westphalie, plus ou moins, des États qui essayaient non seulement d'organiser leurs relations, leurs rapports entre eux, mais aussi et surtout peut-être leur rapport avec le reste du monde. Avant cela, il y a une période classique où on peut dire qu'il existe des rudiments de ce qui ressemble au droit international. On peut remonter très loin jusqu'à l'Antiquité, où à partir du moment où il y a eu des communautés humaines organisées, ces communautés ont trouvé des règles, des mécanismes pour entretenir des rapports entre elles. Il y a eu des traités qui ont été signés voilà, en pleine Antiquité, longtemps d'ailleurs dans l'Antiquité, des traités qui ont été signés entre l'Égypte et certains de ses voisins, par exemple, ou pendant la période qui peut être considérée comme celle des conquêtes islamiques, il y a eu tout un ensemble de relations que les communautés développaient entre elles. Mais véritablement, dans sa dimension contemporaine, on peut dire que le droit international, effectivement, est un fruit, en fait, d'un contexte historique particulier, celui de l'émergence de l'État européen. Et finalement, comme la forme étatique, hein, que l'Europe a adopté à cette période, n'est-ce pas, de l'émergence de ces États, c'est finalement déployé dans le monde entier. Alors évidemment, lorsque les États se multiplient, ces États finalement vont adhérer à ce système qui a été mis en place pour, comme je l'ai dit, réguler, organiser les rapports entre États. Professeur Traoré, quelles sont les principales sources du droit international public? Comment ces sources sont-elles hiérarchisées et comment les organisations internationales et les tribunaux internationaux intègrent-ils ces sources pour assurer une application cohérente des règles et des normes en vigueur? Alors, peut-être juste avant d'arriver à la question des sources, je devrais juste, pour peut-être finir ma réponse sur la première question, indiquer que il y a quand même eu des transformations assez importantes entre la période où le droit international naît, le droit international contemporain, disais-je, va naître, et aujourd'hui il y a eu des moments importants. Et je pense que l'un des moments importants, pour faire bref, c'est quand même la période des décolonisations. Au début des années 1960, lorsqu'il y a une grande majorité des États du monde qui se défont, n'est-ce pas, de l'emprise et du joug colonial, ils vont apparaître sur la scène internationale, ils vont d'ailleurs remettre en cause un certain nombre de règles et de principes, et néanmoins vont jouer le jeu de ces mécanismes traditionnels. Alors, ce qui m'amène à la question des sources, parce que justement, pendant longtemps, lorsque le droit international finalement se résumait en termes d'acteurs à un nombre très réduit d'États occidentaux riches et nantis qui ont conquis le reste du monde, souvent au détriment, et certainement en général au détriment de ce reste du monde. Lorsque le droit international se limitait à ce groupe d'États, alors pendant longtemps, ces règles ont été d'origine coutumière, c'est-à-dire une sorte de lente émergence de règles façonnées par des pratiques et par une conviction que ces pratiques répondaient à un besoin
juridique, donc une obligation, portait une obligation juridique. Donc ça, c'est la source coutumière du droit. Elle joue un rôle très important dans cette phase d'émergence et de développement du droit international. Et ensuite, lorsque la société internationale devient beaucoup plus diversifiée, il y a évidemment une sorte de besoin d'adopter des règles de façon plus rapide, plus formelle, et apparaissent donc les traités comme une source. Ça ne veut pas dire que les traités n'existaient pas, il faut bien le comprendre, mais les traités vont se développer et leur utilisation va être encore plus récurrente. Donc, source coutumière, source conventionnelle. Il y a aussi ce qu'on appelle les principes généraux, qui sont finalement des grandes idées, des grands principes, des grandes valeurs, qui vont irradier comme ça l'ensemble du droit international, certaines de ces sous-disciplines ou ces corps de règles particuliers. Et puis, vous avez d'autres sources qui se sont développées plus récemment, comme les décisions qui sont adoptées par les organisations internationales. Pensez à l'ONU et à l'Assemblée générale qui adopte des résolutions qui ont une valeur plus ou moins importante. Pensez au Conseil de sécurité des Nations unies qui adopte des règles et qui a le pouvoir d'adopter des résolutions et de prendre des décisions à caractère obligatoire. Et puis vous avez le rôle important, il ne faudrait pas l'oublier, des cours et tribunaux aussi des auteurs de droit international dans la précision et dans l'interprétation de tout ce corps, je dirais finalement touffu, de règles internationales. Et ces sources sont, pour répondre au deuxième pan de votre question, ces sources sont très bien appliquées, pratiquées, notamment par les cours et tribunaux. Il suffit juste de penser aux décisions récentes qui ont suscité un intérêt au-delà du monde des juristes internationalistes, décisions par exemple sur la Cour internationale de justice sur le conflit entre Israël et le Hamas. Vous avez toute une série de sources du droit international, aussi bien coutumières, conventionnelles, des principes généraux qui sont invoqués par les juges pour arriver à des conclusions sur ce type de situation. Professeur Traoré, une troisième et dernière question pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui. Le droit international public, et comme vous l'avez si bien précisé, depuis son avènement, cherche à réguler principalement les relations entre les États à travers des normes universelles. Toutefois, dans un monde de plus en plus complexe, marqué par des défis majeurs tels que les nouveaux types de défis, les conflits d'influence, les conflits d'intérêts, l'application de ces règles reste un défi majeur. Quelles sont, selon vous, les principales difficultés rencontrées pour l'application de ces règles et comment le droit international public peut-il échapper à cette fameuse critique qu'on lui adresse qui est celle du deux poids, deux mesures? Alors, vous m'avez réservé la question la plus difficile pour la fin. Alors évidemment, c'est une question assez difficile, hein, celle que vous posez aujourd'hui. En tant qu'enseignant, professeur de droit international, je dois avouer que aujourd'hui, enseigner le droit international n'est pas une chose simple parce qu'on est très souvent en face à des gens qui sont totalement sceptiques. On est soi-même certainement sceptique. On se pose des questions finalement sur l'utilité et la légitimité de ce droit international. Et on a tout à fait raison de se poser cette question et le grand public a tout à fait raison de s'inquiéter au sujet du droit international et de son apparente inefficacité. Donc, le droit international rencontre évidemment un ensemble de défis
Mais ce n'est pas nouveau, c'est ce qui est important aussi de garder à l'esprit. L'idée d'enseigner le droit international avec ce scepticisme et de se poser des questions sur sa légitimité avait déjà été évoquée, je vous dis, il y a à peu près un siècle, même un peu plus, par un juge italien, célèbre juge à la Cour permanente de justice internationale, Ancelotti, qui lors d'une conférence se posait ces mêmes questions, donc il y a plus de 100 ans. C'est vous dire à quel point le sort du droit international a finalement toujours été lié à des vicissitudes politiques. Parce que le droit international, comme tout droit, et ça il est très important de le souligner, on l'oublie souvent pour le droit interne, le droit de nos États, mais le droit international, comme tout droit, est un droit politique, parce que le droit est politique. Alors, est-ce qu'il se résume à de la pure politique? Évidemment, en tout cas à mon sens, non. Justement, il se départit de la politique dans le sens où il essaie précisément de réguler, de cantonner, si possible, n'est-ce pas, autant que faire se peut, la politique dans des limites plus ou moins acceptables et acceptables aux yeux des principes que les États eux-mêmes ou la société internationale se donnent au regard des principes et des valeurs que cette société internationale adopte. Si le droit international va mal aujourd'hui, une question simple que l'on peut se poser est celle de savoir si ce n'est pas tout simplement le monde qui va mal, parce que le droit international n'est pas désincarné. Le droit international, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte, qui s'inscrit dans un environnement. Et je pense que le monde traverse effectivement une période importante de crise, avec des reculs sur certains principes qui étaient adoptés, avec aussi une sorte d'incohérence dans l'application en fait des principes, mais encore une fois, cela n'est pas nouveau. La nouveauté, c'est que certaines de ces difficultés apparaissent plus clairement au grand jour et se déroulent dans un contexte où il existe de plus en plus dans le reste du monde, ce qu'on appelle le Sud global par exemple, il existe de plus en plus une critique acerbe de l'Occident et de ce qu'ont été les politiques occidentales et leurs conséquences dans le reste du monde, y compris du rapport très ambigu, très ambivalent de l'Occident avec les principes essentiels du droit international, alors même que cet Occident affirme souvent en être l'inventeur et le gardien finalement de ces principes. Donc il y a une sorte de dichotomie, n'est-ce pas, entre ce qui est clamé et proclamé et ce qui est pratiqué. Je pense que c'est en cela, cette prise de conscience du reste du monde et finalement cette mise à l'index de l'Occident par rapport à face à ses propres responsabilités, qui permet aussi de, j'allais dire, de mettre, jeter une lumière assez particulière sur ce que l'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'il faut désespérer du droit international? Je pense que non, il faut juste peut-être ne jamais oublier qu'il s'agit effectivement de la continuation de la politique par d'autres moyens, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas de la politique pure. Ça a vocation à être justement un régulateur de la politique. Et aussi, il ne faut pas désespérer du droit international parce que même dans cette foule de critiques adressées au droit international, alors évidemment, on continue à utiliser les mécanismes du droit international. Regardez les États, les entités qui certainement subissent une injustice aujourd'hui très flagrante, de victimes de violations de principes essentiels du droit international. Ces États, ces entités utilisent le droit international pour ne serait-ce que légitimer
leur cause. Donc le droit international devient un registre de légitimation. Il devient un instrument dont le faible peut se saisir pour opposer au plus fort, évidemment, un certain nombre de principes que ces derniers lui-même auraient promus ou acceptés. Donc ça reste un instrument, ça peut avoir des effets limités, mais on voit très bien qu'en pratique, même ceux qui sont les plus légitimes à critiquer le droit international utilisent le droit international, recourent au droit international pour continuer, disais-je tantôt, leur politique, mais à travers justement ce registre qui est celui du droit. On pourrait en discuter pendant longtemps, mais peut-être dans un prochain épisode. Professeur Traoré, merci infiniment d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous autour des enjeux et des défis liés au droit international public. Nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui et c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations sur nos programmes et nos activités, je vous invite à consulter notre site internet sur www.fgses-um6p.ma. C'était Academic Chat. Merci et à très bientôt.